Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission et pour notre semaine spéciale France Digital Day. La tech se met au service des soignants. Pas de technique de pointe côté médecine aujourd'hui, mais une solution pour échanger des documents médicaux au sein même de l'hôpital. Les médecins passent souvent beaucoup de temps à gérer la paperasse et en passent donc moins à prendre soin de leurs patients. La start-up française Lifen vient à leur secours, digitalise et sécurise les documents les plus sensibles, améliore ainsi la communication entre les différents services. On reçoit son cofondateur dans quelques instants. Également dans cette émission, le débrief de l'actualité tech ce jeudi. On commencera d'abord par la BCE qui choisit Amazon pour tester sa monnaie numérique sur les sites de e-commerce. On verra ensuite que 2,7 milliards de personnes à travers le monde n'ont toujours pas accès à Internet. Et on terminera par l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo. Et puis aujourd'hui, dans l'interview du week-end, on reviendra sur la mise en demeure de la CNIL sur des centaines de sites internet qui continuent d'utiliser la solution Google Analytics qui viole pourtant les principes fondamentaux du RGPD. Enfin, dans votre rendez-vous, où va le web? C'est Lego qui se lance dans l'aventure du métavers. L'objectif, créer un environnement numérique immersif à la fois sûr et amusant, rendre le métavers accessible aux enfants. Voilà le pari qu'ils se sont donné avec son partenaire Epic Games. On voit ça en fin d'émission. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir nos invités et de passer à l'actu de la semaine. Merci d'être avec nous dans Smart Tech. Avec nous en plateau, Alain Staron, on le connaît bien évidemment, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. On parlera avec vous, on fera le débrief de l'actualité tech de la semaine tout à l'heure. Gérard Haas nous accompagne également, avocat et coprésident de l'association Les Jurinautes. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner également Gérard Haas. Pareil, on fera avec vous le débrief de l'actu. Avec nous aussi en plateau, et c'est ce qui va nous intéresser tout de suite, Franck Lehouet, cofondateur de Lifen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech. Je vous le disais, cette semaine, nous sommes partenaires de la 10e édition de France Digital Day, l'occasion de mettre en avant ces startups françaises qui innovent, comme la vôtre. Aujourd'hui, nous recevons donc Lifen, la manière dont la tech peut notamment faciliter le travail des soignants. C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Franck Lehouet, ma première question est assez simple. Est-ce que vous diriez que la digitalisation du secteur médical est à double vitesse, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, avec les techniques de pointe côté médecine, là on y est, et des processus plus à l'ancienne côté administratif? Alors, totalement. Ouais. Totalement, je ne sais pas si double vitesse ou triple vitesse, mais en tout cas, il y a, si on compare en fait avec d'autres secteurs économiques, par exemple la banque, qui n'est peut-être pas le secteur qui est non plus le plus innovant, il y a d'autres secteurs qui innovent plus. La banque, ça fait 25 ans qu'on a nos comptes bancaires en ligne. Par exemple, tout le monde, ça ne choque personne. Voilà. Qui a son compte santé en ligne aujourd'hui? Pas grand monde. Donc en fait, on peut considérer que la santé a au moins 25 ans de retard sur le secteur bancaire. Et ça, c'est gérer la partie visible de l'iceberg, en fait. Parce qu'en fait, la santé, c'est avant tout une science de la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin, il prend des décisions sur la base de données. Donc il va évidemment interroger le patient, mais c'est une forme de données. Il va avoir des résultats d'examen, c'est de la donnée, etc. Et donc tout ça, en fait, ça nécessite toute une infrastructure digitale extrêmement sophistiquée pour pouvoir faire ça de manière moderne et appropriée avec tous les outils qu'on pourrait imaginer, l'IA, etc. Et en fait, ça n'existe pas. Et donc on fait de la santé comme on faisait la santé il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et pourtant, on va devoir innover de manière massive dans les prochaines années. Et donc, il y a un enjeu extraordinaire pour digitaliser cette industrie. On va rentrer dans le détail évidemment de la solution Lifen, mais c'est-à-dire expliquez-nous comment les médecins ou hôpitaux échangeaient-ils leurs comptes rendus médicaux avant une solution, par exemple, comme la vôtre? Oui, alors effectivement, nous, on a commencé par digitaliser le parcours de soins. Donc, en fait, le parcours de soins, c'est quoi? C'est un médecin qui va donc produire une connaissance médicale. Donc, c'est souvent un compte-rendu, donc voilà, où il va écrire en fait en texte livre, en fait, j'ai reçu en ce jour Franck Lehouet, nanana, voilà, je vais remplacer la hanche. Voilà. Bon, et ça, c'est envoyé à qui? À l'équipe de soins. Donc, c'est le médecin traitant, c'est un médecin spécialiste à notre hôpital, le patient évidemment. Et donc, tout ça, en fait, c'est la base de la coordination médicale. Et c'était bien souvent envoyé par voie postale, par tout moyen artisanaux, on va dire. Et donc, c'est pas très efficace. Il y a plein d'erreurs d'adressage, il y a plein de courriers qui n'arrivent pas, ça prend du temps, c'est pas rangé dans les bons dossiers, etc. Et donc, nous, on a cherché à digitaliser tout ça pour le rendre
déjà beaucoup plus efficace. Et puis pour pouvoir passer après à la prochaine étape, c'est vraiment avoir une infrastructure digitale de bout en bout qui permet après de débloquer plein de cas d'usage. Vous parliez de données, d'énormément de données. Est-ce qu'on sait combien de documents sont échangés, je ne sais pas, chaque année dans un hôpital? Est-ce que vous, c'est des chiffres que vous avez en tête? Oui, bien sûr. Nous, on équipe 700 hôpitaux en France, Ouais. plus de la moitié des grands CHU, tous les grands groupes de cliniques privées. Et donc, on envoie typiquement plus de 3 millions de comptes rendus médicaux par mois à 130 000 médecins. Donc c'est en fait une grosse partie de la communication médicale du pays en fait, qui passe par nos tuyaux. Donc expliquez-nous alors concrètement en quoi consiste cette solution. Donc d'abord de stockage, c'est-à-dire qu'on prend la donnée et ensuite on la transmet plus facilement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la donnée, elle est produite quand on prend un hôpital par exemple. Ouais. Un hôpital va avoir des centaines de logiciels différents. Et souvent en fait les DSI d'hôpital n'ont pas connaissance de l'ampleur en fait, des systèmes informatiques qui sont utilisés. Parce que par exemple, vous allez au bloc opératoire, vous faites opérer par un laser. Le laser vient avec un logiciel qui va créer la connaissance, il va produire un compte-rendu opératoire par exemple. Et donc tous ces logiciels-là, en fait, bien souvent, ils communiquent mal entre eux. Ils sont propriétaires, ils sont livrés avec le hardware, ils ont été achetés il y a 10 ans, ils vont les garder 30 ans. Et en fait, donc il y a une inertie qui est incroyable. En fait, il y a une complexité de tout ça qui est juste dingue. Et donc, arriver à faire des tuyaux qui font communiquer tout ça, c'était complexe. Et donc, c'est quelque chose qu'on a résolu. Et de quelle manière ça facilite vraiment le travail des médecins? C'est ça qui nous intéresse en préambule de cette émission. Je disais, les médecins passent beaucoup de temps à gérer la paperasse, la partie administrative. Concrètement, combien de temps ils gagnent avec une solution comme la vôtre? Et véritablement, est-ce qu'ils ont du temps après à passer avec leurs patients, plus de temps à passer avec leurs patients? Alors effectivement, donc, on agit sur trois leviers. Le premier, c'est on fait gagner du temps aux équipes soignantes. Donc ça dépend un peu des services, etc. Mais bon, c'est assez significatif. Deux, on fait des économies parce qu'ils envoient moins de courriers, c'est tout bête, mais aussi on sauve des arbres et de la planète. Voilà. On économise du CO2, ce qui n'est pas plus mal aujourd'hui. Et trois, en fait, on vient améliorer le parcours de soins parce que c'est transmis en temps réel, de manière digitale, intégré dans le logiciel en aval, en fait. Du coup, il n'y a pas d'erreur. Et puis souvent, en fait, le patient, quand il sort de l'hôpital, le médecin traitant n'avait pas reçu le compte-rendu avant qu'il aille le voir. Donc, en fait, il y a une perte de chance aussi à ce niveau-là. On vient fluidifier tout ça. Et surtout, une fois de plus, c'est vu que tout est maintenant digital, on va pouvoir construire en fait dessus plein de services à valeur ajoutée et donc qui vont vraiment pouvoir faire rentrer la médecine de plein pied dans le digital. Par exemple alors par exemple, là, une des offres qu'on a commencé à déployer depuis quelques années, c'est faire en sorte qu'on puisse faciliter l'intégration de tout type d'innovation, tout type d'application en santé dans les hôpitaux. Donc souvent, en fait, si vous faites une application qui est utilisée dans le cadre du soin courant, donc vous faites du télésuivi, du téléexpertise, que sais-je, il y a plein d'applications qui se créent. Vous avez besoin d'interagir avec les logiciels utilisés par les médecins, parce que vous avez besoin de savoir qui est le patient concerné, vous avez besoin pour des questions aussi de réglementation de conformité, de sécurité, de s'assurer que il y a les mêmes numéros de dossier. Il y a plein de choses comme ça. Et donc en fait, si le médecin en consultation, il doit simplement se loguer sur notre système, créer une fiche patient, en fait, il ne va pas le faire. Parce qu'il n'a pas le temps et il ne sait pas faire, et puis il y aura des erreurs. Et bref, donc il n'y aura pas d'usage, c'est dommage. Oui, votre plateforme, votre interface intégrera directement. On crée un espèce de backbone digital qui permet de synchroniser toutes les données entre tous les producteurs de données, tous les consommateurs de données, et faire en sorte que distribuer une application à grande échelle sur le territoire, chez des dizaines, des centaines d'hôpitaux, des dizaines de milliers de médecins, en fait, ce ne soit pas un projet insurmontable, mais ce soit quelques clics. Et donc voilà, c'est vraiment... on cherche à réconcilier ce marché-là avec l'innovation qui en a tant besoin. En quelques clics, justement, comment le personnel soignant il est formé à ces nouvelles technologies? Est-ce que vous accompagnez cette solution de formation ou est-ce que c'est effectivement assez simple d'utilisation? En fait c'est assez marrant parce que quand on voit le parc des logiciels utilisés par les médecins aujourd'hui, souvent on tombe un peu sur la chaise parce que c'est des logiciels qui ont vécu, on va dire. Et donc, quand on amène des solutions qui sont pensées de bout en bout pour l'usage, qui sont modernes, entre guillemets, en fait, on n'a pas besoin d'expliquer beaucoup. En fait, ils comprennent tout de suite l'intérêt et on a un taux d'usage qui est très fort. Donc, en fait, c'est sûr qu'il faut vraiment penser l'expérience utilisateur et se mettre dans la peau des soignants
pas que les médecins, mais l'ensemble des soignants pour comprendre un peu comment on va créer des solutions innovantes. Franck Leroy, une question que je suis évidemment obligée de vous poser lorsqu'on parle de données, de stockage de données, de transmission de données. Sur la sécurité de ces données-là, comment vous la garantissez-vous? Voilà, où sont-elles stockées à l'heure où on sait évidemment que les cyberattaques se multiplient, notamment sur des structures comme les hôpitaux? Oui, bien sûr. Les hôpitaux, effectivement, sont une cible facile, entre guillemets, pour les hackers parce que, comme je disais, l'infrastructure, elle est extrêmement compliquée à maintenir pour les DSI qui sont pas les mieux armés parce que voilà, gèrent un opérationnel incroyable et c'est compliqué pour eux. Et puis en plus, on rentre dans l'hôpital comme voilà, tout le monde peut rentrer n'importe où et faire n'importe quoi. C'est quand même assez facile de hacker tout ça. Et justement, nous, on approche des techniques modernes donc dans le cloud avec du coup tout un tas de technologies pour garantir évidemment la sécurité maximum des données et on le fait de manière centralisée avec des équipes dédiées plutôt que chaque hôpital dans son coin. Donc en fait on a un effet d'échelle qui est important. Et plus il y a de données, plus c'est compliqué? Non, je dirais pas plus il y a de données, plus c'est compliqué, mais plus il y a de données, plus on va être une cible potentielle. Donc en fait, plus il y a d'enjeux, quoi. Après, donc il y a tout un cadre réglementaire qui est présent et donc qu'il faut respecter évidemment. Donc il y a des hébergeurs dédiés qui sont des hébergeurs agréés santé. On parle beaucoup en ce moment d'hébergement souverain. D'ailleurs, c'est un débat politique assez intéressant en ce moment. Et puis voilà, il y a des normes ISO 27001, etc. Et puis tout après notre savoir-faire pour essayer de sécuriser tout ça. Eh ben, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Franck Leroy d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté la solution Lifen. Je rappelle, vous êtes son cofondateur. Vous restez avec nous pour le débrief de l'Actu Tech. Je représente un peu mes invités. Alain Staron est toujours là, Gérard Haas est toujours là et Franck Leroy nous accompagne toujours. Pour ce débrief de l'ActuTech, plusieurs sujets ont retenu notre attention cette semaine. Premier sujet, d'abord, la BCE qui choisit Amazon pour tester sa monnaie sur les sites de e-commerce. Dans le cadre de ses expérimentations de monnaie numérique, la Banque Centrale Européenne a désigné 5 entreprises pour réaliser des prototypes d'interface utilisateur afin de simuler des transactions, parmi elles le français Worldline, mais aussi Amazon, seul acteur non européen de la liste. Gérard Haas, est-ce une surprise de voir Amazon figurer parmi cette liste de partenaires? Oui, quelque part oui et quelque part non. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que on avait, dans le cadre de la monnaie électronique, un vrai problème qui était celui des investissements. Et donc, on a le Bitcoin ou l'Ethereum qui sont vraiment présents sur ce marché et qui font en fait de l'investissement qui est mal contrôlé. Mais également, ils peuvent servir à du paiement. Et donc, la BCE devait trouver une solution pour justement les questions de paiement. Et c'est ça la faiblesse aussi de son système, parce que c'est simplement un moyen de paiement, mais pas un moyen d'investissement. Et donc, ils font des tests pour voir un petit peu comment le marché et comment la réaction. Et ce qui est regrettable là-dedans, c'est que le seul opérateur e-commerçant qui a aussi une dimension mondiale, c'est Amazon qui va avoir un avantage concurrentiel majeur en tant que testeur. Et en même temps, on sait qu'Amazon, ce n'est pas un partenaire si loyal que ça, puisqu'il y a au niveau européen beaucoup de questions, beaucoup d'attaques, et il a été maintes fois condamné. Donc, on peut penser que c'est regrettable cette expérimentation. Pourquoi des sociétés européennes, et il y en a un certain nombre, n'ont pas été testeurs pour avoir cet avantage concurrentiel? Alain Staron, c'est regrettable, comme le dit Gérard Haas. C'est un faux pas de la BCE d'avoir mis Amazon dans cette liste de lauréats, de partenaires pour travailler sur le paiement de sa monnaie numérique. Je ne suis pas tout à fait sûr. Oui. En fait, Amazon est absolument incontournable. Amazon a des pratiques qui sont extraordinaires, hein, on ne peut pas le nier. Et on apprend toujours, y compris de ses concurrents, y compris de ses éventuels ennemis. Et moi, je trouve que c'est plutôt malin de dire je prends un Américain pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le test, il n'est pas fermé. Le test, la BCE, elle verra tout ce qui se passe. Et le test n'est pas confidentiel. Il n'y a aucune raison que la BCE ne puisse pas transposer les bonnes pratiques à tous les Européens. Et partir avec Amazon, c'est partir avec l'effet de masse tout de suite. Donc, en termes de test de résistance à la masse, aux énormes flux, je
Je pense qu'Amazon est un bon cheval. Et en plus, les équipes d'Amazon sont plutôt extraordinaires. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas donner un avantage concurrentiel, comme il le disait, pour la suite? On part pour 2 ans de test. D'accord. 2 ans d'expérimentation. 2 ans d'expérimentation. Donc, en 2 ans, j'ose espérer qu'on a le temps, 1, d'apprendre d'Amazon et 2, de transposer chez nous. Alors, il y a une vision optimiste, elle vient d'être présentée et tout à fait, on peut considérer qu'effectivement c'est un acteur majeur. En revanche, le problème c'est le partage des données, parce qu'on est sur le mode de paiement et pas sur le mode d'investissement. Donc il va y avoir en tant que testeur une information des avantages concurrentiels qui vont être énormes, ce qui fait qu'au moment où la monnaie pourra être mise en circulation, eh bien, il y aura 2 ans de tests, d'informations qui n'auront pas été partagées par Amazon, parce que le propre d'Amazon, c'est ne pas partager ces informations qui sont l'or noir du e-commerce. Donc, il faut quand même se poser des questions. C'est pour ça que la plupart des intervenants sur ce marché sont émus de ce choix. Et c'est vrai qu'en même temps, et tout à l'heure c'était rappelé, on parle de souveraineté numérique, quelque part, en matière d'e-commerce, ce qui va être la grande majorité de l'opération. La monnaie électronique, elle est faite pour les achats et les paiements. Et c'est là-dessus qu'Amazon aura un avantage certain par rapport aux autres. À l'instant, en quelques secondes. On ne peut pas faire d'isolationnisme. On ne va pas dire aux Européens, vous arrêtez d'acheter chez Amazon. On ne peut pas. Et Amazon, en l'occurrence, on devrait tous s'en inspirer plutôt que de juste chercher à le marginaliser. Donc moi, je ne partage pas ça du tout. Après, le secret de la plateforme e-commerce, évidemment, elles sont tous secrets, mais on parle d'expérimentation de la monnaie numérique. C'est le passage, le segment monnaie numérique, c'est une expérimentation, elle est forcément... la BCE a son mot à dire, verra ce qui se passe. C'est marrant que les Américains ne font pas la même chose. Ils ne prennent pas des plateformes françaises pour faire des tests. Mais parce qu'il n'y a pas de GAFAM européen. On va passer à l'actu suivante, si vous le voulez bien. Nous voulions donc aussi vous faire réagir au dernier rapport de l'ONU en 2022. Un tiers de la population mondiale n'a toujours pas accès à Internet. 2,7 milliards de personnes, très exactement. Elles étaient 3 milliards en 2021, 3,6 milliards en 2019, juste avant la pandémie. Du mieux donc, mais les disparités restent fortes en fonction des régions du monde. L'ONU préconise d'ailleurs de nouveaux investissements. Gérard Haas, comment vous regardez ce décalage entre les évolutions technologiques considérables dont on parle tous les jours sur ce plateau de Smart Tech, évidemment, l'Internet des objets, la blockchain, la fibre, la généralisation de la 5G. Et de l'autre côté, c'est presque 3 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à une simple connexion Internet. Alors, est-ce que c'est surprenant ? Le progrès sur la connectivité universelle a connu un développement majeur ces dernières années. Et j'allais dire que tous ceux qui pouvaient y répondre, y accéder, y ont eu accès. Aujourd'hui, on arrive vraiment, si vous voulez, sur des zones où certaines zones sont... c'est compliqué d'y accéder parce qu'il n'y a pas les infrastructures ou parce que les pays ne sont pas formés. Et donc c'est là on retrouve en fait cette question sur ces 40% de gens qui aujourd'hui ne sont pas connectés. C'est difficile de les connecter. Il y a des investissements, les États ne peuvent pas y répondre. Et donc c'est vrai, c'est un enjeu majeur et c'est un vrai problème parce que les réponses sont économiques, elles sont pédagogiques. Et c'est les pays les plus défavorisés ou qui sont dans des zones d'accès très complexes. Donc ça ne va pas. Enfin, là, on est sur un problème d'une question complexe qu'il va falloir pouvoir régler, mais si tous les partenaires sont prêts à y mettre des infrastructures. Vous êtes d'accord avec ça? Des réponses multiples, économiques, pas que pédagogiques. Il y a une culture numérique aussi qu'il faut influer dans ces régions-là. Il y a au moins autant de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc ne nous trompons pas de débat, il faut d'abord boire. Bien, cette parenthèse étant fermée, vous avez aujourd'hui une technologie qui est l'Internet par satellite, avec au moins 2 acteurs, voire 3, il y a au moins donc SpaceX et OneWeb, qui sont sur le terrain. Et leur objectif, c'est exactement ça, c'est d'apporter la connectivité là où elle n'est pas disponible. Je rappelle que c'est 40% dans le monde et c'est encore 9% en France. On était l'année dernière 4% de moins, donc on fait des progrès. Et ces technologies vont arriver. Alors après, comment on fait? Ces technologies, elles existent. Comment on fait pour les répandre dans tous ces pays-là? C'est comme pour les programmes pour la fin dans le monde, c'est comme tous ces sujets-là. À un moment, c'est un effort collectif mondial qui permet d'aller équiper. On a bien vu ce qu'a fait Starlink
je dis SpaceX, c'est Starlink en Ukraine, et ben, ils donnent les systèmes pour aider les gens. Donc voilà, c'est un programme mondial à mettre en place. On a le programme mondial contre la faim dans le monde. On peut avoir le programme mondial pour l'Internet dans le monde. Mais Gérard, est-ce qu'on y croit à cet objectif de l'Union internationale des télécommunications qui veut connecter l'ensemble de la population mondiale d'ici à 2030 ? En tout cas, c'est un avantage pour toute la planète d'avoir une connectivité universelle. Si c'est une question, on a beaucoup de pays, dont la France par exemple, où la connexion fait partie des libertés fondamentales. La question aussi, c'est les formations, parce qu'il y a un illettrisme aussi majeur. L'accès, si c'est un moyen de pouvoir se développer, il faut que tout le monde se mobilise, comme ça a été dit. Mais est-ce qu'aussi ça fait partie des questions prioritaires ? Il y a l'eau, il y a la faim, et donc c'est de vrais enjeux. Et dernière chose quand même, il y a plus de 6000 langues parlées dans le monde. On ne trouve pas 6000 langues sur Internet. Donc est-ce que ça ne va pas aussi s'accompagner d'un rétrécissement un peu compliqué du multiculturalisme ? 2030, l'objectif, vous y croyez ? C'est dans 8 ans, ça fait quand même 5% par an de gains linéaires. Il faut bien se fixer des objectifs. Après, le développement d'infrastructures nécessite des moyens qui sont colossaux. Faut mettre l'argent en face. Et il y a beaucoup de pays, et dans ces zones, c'est très compliqué. Qui vont peut-être avoir besoin d'aide internationale sur ce sujet-là. C'est un problème, ça doit être effectivement un enjeu mondial, la connectivité universelle. On va passer à l'actu suivante, si vous le voulez bien. Sur les objets connectés maintenant, l'UE impose des règles. L'Europe cherche à se doter d'une législation sur la cybersécurité des appareils connectés et des logiciels attenants. La communication vient de présenter un texte qui doit encore être approuvé par le Parlement et le Conseil, qui prévoit que seuls les dispositifs conformes à certaines règles pourront être mis sur le marché. Alain Staron, comment on explique ce retard pris dans la sécurisation des objets connectés ? Parce qu'on est en train d'inventer tous les jours. Donc les attaques... on invente et puis on légifère après. Exactement. Et ça, c'est la vie, heureusement. Qu'on légifère après et pas avant. Ça permet la créativité de s'exercer. Ça permet aussi de voir où sont les problèmes. Les attaques par déni de service sur toutes les caméras de télésurveillance, ça c'était il y a 2 ans, 3 ans, pas tellement plus. Hein. Donc on est dans le mouvement. Donc c'est très bien. Retard. Alors, d'abord, c'est un règlement. Comme ça vient d'être dit, finalement, il faut laisser d'abord l'innovation, trouver les marchés et les usages, et puis ensuite, il y a des règles. Ce qui est important, c'est que au niveau européen, on s'interroge aujourd'hui en se disant que ces objets connectés ne peuvent pas être mis sur le marché s'ils ne répondent pas à des obligations de sécurité. Essentiellement, elles étaient électriques. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a aussi des risques qui sont pour la cyber. Et on se dit que finalement, puisqu'on va être dans un monde qui sera connecté, qu'il va y avoir toute une série d'informations, il faut qu'il y ait un minimum d'obligations qui soient respectées par les fabricants. Et ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'on a donné un cadre dans lequel on prévoit des obligations essentielles qu'il faut absolument respecter, et puis d'autres obligations, et c'est adossé, parce qu'on peut prévoir tout ce qu'on veut, à des sanctions si les fabricants ne respectent pas ces règles. Donc on a, j'allais dire, le concept de la cybersécurité by design pour les objets connectés. C'est une bonne chose, puisque maintenant la balle va être dans le jeu des fabricants qui vont devoir donner plus d'informations auprès de leurs clients sur l'usage de ces outils. Parce que jusqu'ici, à quel contrôle ils étaient soumis, ces objets ? On mettait des produits sur le marché, et puis on regardait un petit peu les usages, et puis quand il y avait des risques, on disait, ben voilà, le zéro risque n'existe pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut être beaucoup plus vigilant, et qu'il y a des points qu'il faut être renforcés. Et l'avantage de ce règlement, c'est qu'il nous dit sur le marché européen quelles sont les obligations essentielles, et si jamais les fabricants ne les respectent pas, les sanctions, alors c'est quand même 15 millions d'euros, plus 2,5% du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même important. Donc, ça veut dire que le secteur est en train de trouver les bons moyens pour mettre sur le marché des outils nécessaires, mais qui seront, j'allais dire, moins dangereux dans les prises de contrôle à distance. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les équipements concernés, ou ça, c'est pas encore très clair ? Tout. Aussi bien grand public que professionnel, parce que dans l'industrie, évidemment, il y a beaucoup d'Internet des objets et ça se fait pas mal attaquer. C'est absolument tous les équipements qui sont concernés. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle cyber-résilience. C'est comme si vous demandez à un dispositif anti-feu qui, au lieu de dire qu'il ne peut pas prendre feu, on dit qu'il doit pouvoir s'éteindre facilement.
C'est ça qui est intéressant. Et le règlement est plein de bonnes pratiques, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas... Enfin, il impose quelque chose, mais dans beaucoup d'endroits, il dit qu'il faut être au mieux du sujet. Et comme ça change tout le temps, on ne précise pas trop les choses, c'est plutôt bien. Pourquoi la protection, on l'a un peu entendu dans vos réponses, mais pourquoi la protection de ces objets du quotidien, hein, lorsqu'il s'agit des particuliers, est aussi importante, est essentielle, Gérard Haas, Alain Staron? En fait, il y aura beaucoup plus d'objets chez les particuliers que dans les usines, à terme. Bon. Et il faut comprendre que chacun de ces petits objets, c'est un agent connecté qui peut être une force de frappe extraordinaire s'il est détourné. Et donc la masse, le danger maximum, il est du côté du grand public. Pas tellement pour la protection des données, on a déjà le RGPD, donc normalement, ce point de vue-là, il est cerné. Mais vous avez des milliards, hein, on parle de... Chaque individu pourra avoir 50 objets connectés. Chaque individu. Donc on est vraiment en milliards d'objets, ou en dizaines de milliards d'objets. Imaginez, c'est une armée de petits microprocesseurs connectés qui peuvent faire n'importe quoi s'ils sont détournés. Après, cette société, on parle de capitalisme de la surveillance, c'est très intéressant. Les objets connectés vont être aussi des moyens, ce seront des indicateurs. On peut se rendre compte que si tous les objets connectés peuvent demain mesurer l'énergie que vous consommez, on pourrait y mettre des taxes. Enfin, il y a plein de choses, si vous voulez, sur lesquelles il y aura un débat à mettre en profondeur. Mais ce qui est important quand même, c'est de dire qu'il faut faire attention. Les objets, dès lors qu'ils permettent des connexions, peuvent aussi être piratés, peuvent mettre en danger la vie de personne. Donc, si vous voulez, si vous avez le pilulier connecté, et qu'à un moment donné on le bloque, ben, vous ne pourrez plus avoir accès à vos médicaments. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui. On rend fou l'aspirateur ou la cocotte minute. Donc si vous voulez, c'est très important. Il faut aujourd'hui mettre en place ça. Ce sont des moyens aussi qui vont pouvoir vous faire parler vos habitudes et les informations sur vous et sur vos usages, qui est aussi la grande richesse. Donc il est intéressant de voir que les acteurs aujourd'hui ont une démarche, j'allais dire, au-delà de proposer des produits éthiques. Et c'est en ce sens qu'il est intéressant. C'est une alerte qui est mise en place. Et en tout cas, c'est aussi un message qui a été dit. Les produits qui sont mis sur le marché, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment responsables en matière de cybersécurité. Alain Staron, en quelques secondes. On a vu aux États-Unis des pirates capables de prendre la main sur les feux de circulation. Je les mets à Paris, si on met tous les feux au vert. Vous paralysez une ville en une demi-heure. On termine par une info qui n'a pas échappé aux fans de jeux vidéo. De nombreuses séquences du futur GTA ont fuité. C'est l'un des jeux les plus attendus de la décennie. Grand Theft Auto 6, I think, a fait l'objet d'une fuite sans précédent dimanche dernier. Dans un message publié sur le site communautaire GTA Forum, un utilisateur a publié plusieurs vidéos provenant selon lui d'un prototype en développement du jeu. Bon, utilisateur plutôt hacker. Pourquoi, Alain Staron, en parle-t-on comme la plus grosse fuite de l'histoire du jeu vidéo? Parce que, c'est comme toujours, hein, les jeux... Alors, plus grosse fuite, les Nord-Coréens... Oui, pour le jeu vidéo, oui. Après, dans les films, etc., il s'est passé autre chose. Hein. Les Nord-Coréens, on se rend compte qu'ils avaient fait des choses. Et effectivement, jamais... D'abord, Minecraft, c'est quand même ce sont des titres qui sont extraordinaires. Non, pardon. GTA, oui. C'est des titres extraordinaires. Oui, c'est des grosses machines bien huilées, bien sûr. Mais là, on est sur, dans un premier temps, on est sur la propriété intellectuelle. Donc, si c'était juste pour montrer des vidéos, bon, ok, ça casse un peu leur sortie. Après, ils peuvent se transformer en buzz. Je ne sais pas exactement la date de sortie, mais voilà. Et s'il paraît que c'est le cas, il y a des bouts de code qui sont partis. Ça peut devenir beaucoup plus embêtant, hein, parce que vous êtes sur des... Je ne sais pas combien ça rapporte d'argent, mais si vous pouvez vous mettre dedans, ça devient très très compliqué. Là, pour le coup, ils vous disent qu'ils vont prendre du retard, parce qu'il va falloir qu'ils sécurisent un peu plus leur jeu. La date, en effet, n'est pas encore annoncée. Gérard Haas, donc on en a vu des fuites vidéo, des fuites de données dans ce milieu-là. Pas aussi importante, c'est ce qu'on dit en tout cas. Alors c'était bien, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a aussi des questions de propriété intellectuelle. Au-delà de la fuite de données, c'est la plus grande, c'est le plus grand phénomène de contrefaçon sur un jeu vidéo. Donc ça c'est quelque chose d'incroyable. Et surtout, c'est l'image de l'entreprise, mais c'est surtout son côté, un préjudice économique majeur.
Parce que la plupart des gamers qui sont là, ils attendent de se connaître. Qui va être le héros? Quelle va être la ville? Et là, ça a fuité. On a donné toutes ces informations. Donc, il n'y a plus de suspense. Ouais. Et donc, si vous voulez, l'effet attractif de tous ces fans qui attendent, etc. Donc c'est un vrai préjudice économique aujourd'hui pour le... qui est colossal, plus un problème d'une catastrophe technologique. Parce que chaque fois que vous avez un problème cyber, ça montre, la réponse que vous allez donner va montrer votre capacité à surmonter cet événement technologique. Et donc, c'est une catastrophe. Donc, au-delà de la perte et de tous ces points, c'est l'image de ce jeu qui a été attaché. Et finalement, ce jeu, c'est quoi? C'est les mafias qui prennent la main et qui deviennent des héros. Ben là, c'est quelque part le hacker qui a pris la main sur le jeu. Mais c'est une affaire à suivre. Mais c'est quand même ce qu'on disait. Enfin, GTA, grosse machine quand même bien huilée. On a du mal à imaginer voilà, qu'elle ne protège pas ses prototypes. En fait, c'est impossible de se protéger de ce genre d'attaque. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus c'est gros, plus ça attire les hackers. Et puis plus il y a de connexions, et puis finalement, j'allais dire, dans le monde numérique, on est toujours chez quelqu'un, et il y a quelqu'un qui peut être chez vous. Enfin, c'est aussi la règle qu'il faut quand même dire, et c'est un point qui est important. Il y a des accès, et donc, vous voyez, ça, tout se lie. On voit les règles sur la cybersécurité, les règles. Donc tout ça, et aujourd'hui, on ouvre plein de portes, et donc il y a plein de gens qui sont tentés d'y rentrer. Franck Lewey, est-ce que vous êtes un fan de jeux vidéo? Comment vous regardez une info comme celle-là? J'ai développé des jeux vidéo dans une vie antérieure. J'avais participé à The Sims, par exemple, et aussi à des jeux de Xbox chez Microsoft. Donc, je fais moins de jeux vidéo aujourd'hui. Ouais. Mais effectivement, le problème de la sécurité, c'est... on est tous concernés, quoi qu'on fasse, et donc c'est un sujet qui ne doit pas être traité à la légère. Souvent, en fait... c'est peut-être ce type d'acteur, je ne connais pas le détail de l'histoire, mais peut-être qu'ils ont sous-estimé les investissements qu'ils devaient faire en sécurité parce que ce n'était pas leur focus. Et voilà, et du coup, il y a une catastrophe qui arrive. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois, du coup, d'avoir débattu avec nous dans ce débrief. Vous restez avec nous. Franck Lewey, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de l'IFEN. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour l'interview du week-end. Dans l'interview du week-end, on revient sur la mise en demeure de la CNIL début 2022 des sites internet utilisant la solution Google Analytics, une mise en demeure motivée par une violation du RGPD. Malgré ça, le web français ne semble pas avoir changé ses habitudes. Pratiquement l'intégralité des médias français utilisent toujours ce service. Notre invité, lui, a porté plainte contre 42 sites de presse continuant d'utiliser cette solution. On revient donc sur ce dossier avec David Libaud, développeur et membre de l'association Exodus Privacy. Bonjour. Bonjour. Merci David de nous accompagner aujourd'hui. Déjà, expliquez-nous, on va revenir un peu sur ce dossier. Qu'est-ce qui, dans l'utilisation de ce fameux Google Analytics ou de cette solution, violait le RGPD, le fameux, je le répète là aussi, Règlement général sur la protection des données? En fait, c'est assez simple. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a Google Analytics installé sur un site web, il y a une récolte de données personnelles, et ces données-là sont envoyées aux États-Unis. Et ça, nous, le RGPD et les différentes autorités européennes ont indiqué que c'était problématique et que fallait vraiment encadrer ça avec beaucoup de mesures. Et là, les mesures n'étaient pas appliquées. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ces mises en demeure prononcées par la CNIL ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que dans les privés, en fait, aujourd'hui, c'est assez à la mode comme concept. On voit, par exemple, Apple mettre des publicités géantes en disant on respecte la vie privée, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une notion qui est assez subjective, en fait. C'est-à-dire que, je peux prendre un exemple tout simple. Ouais. Si je vais, par exemple, dans une bijouterie, moi, dans l'absolu, je m'en fiche qu'on sache que je vais dans une bijouterie. Mais par exemple, si je fais une surprise, un cadeau à un proche, là, tout de suite, ça devient une donnée que je veux garder secret. Je ne veux pas que ce soit diffusé. Et donc, c'est là que, en fait, intervient plus la notion de confidentialité. C'est-à-dire que, encore une fois, lorsque je vais dans une bijouterie, ça se passe entre moi et le vendeur. Et si je paye par exemple en carte bleue, il y a aussi la banque qui est là-dedans, mais voilà quoi. Et on donne pas ces informations à d'autres entreprises, etc. Et dans le cas de Google Analytics, c'est justement ça, c'est-à-dire que en installant ces modules-là, c'est comme si on laissait ouvert la porte à Google et on disait allez-y, notez tous mes clients et
et analyser tous leurs faits et gestes. Et donc il y a ces deux aspects, aspect confidentialité, protection de nos données, et le fait qu'elles ne s'exportent pas au-delà des frontières de l'Union européenne, c'est ça? Oui, parce qu'en plus, il faut savoir que aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, hein, il y a des lois qui permettent en fait aux autorités d'accéder à ces données-là, donc de les réquisitionner. Si par exemple il y a une enquête pour le terrorisme ou n'importe quoi. Et donc en fait, c'est ça que nous on n'aime pas en tant qu'Européens, c'est que les citoyens européens soient entre guillemets espionnés par les autorités américaines, quoi. Quels sites étaient principalement concernés par ces mises en demeure? Je parlais des médias français. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai regardé un peu un classement des sites les plus utilisés, les plus consultés, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sites de médias, donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire un peu un inventaire, un peu, entre guillemets, exhaustif, même si c'est pas forcément totalement exhaustif, de tous ces sites-là, et de voir est-ce que ils se sont conformés à la décision de la CNIL, qui date quand même de février 2022. Et à ma grande surprise, en fait, en juin, il y avait vraiment pratiquement personne qui avait enlevé Google Analytics, donc ça m'a un peu choqué, et justement c'est pour ça que je me suis décidé à déposer des plaintes à la CNIL. Mais est-ce qu'ils avaient un délai à respecter pour se mettre en conformité? Non, la loi s'applique à tout le monde, donc dès qu'il y a une décision, faut l'appliquer. Là après, dans le cadre des mises en demeure, donc j'ai vu que en fait, la CNIL est assez proactive sur le sujet, c'est-à-dire que même cet été, j'ai vu des mails passer sur mes plaintes en disant on est en train de faire des trucs. Et bon, j'ai pas trop d'informations sur qu'est-ce qui est fait, mais je pense, j'ai vu dans notre média, notre article où il disait que en fait, ils recevaient des mises en demeure et là, ils avaient en fait un mois pour vraiment supprimer Google Analytics. Et vous, David Libaud, pourquoi avoir porté plainte alors contre 42 sites français? Comme je l'ai dit, le principe de confidentialité, c'est quelque chose qui est très important. Et là, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la bijouterie, c'est un exemple un peu futile en fait, mais si par exemple... Vous vous êtes fait le gendarme de la CNIL. Oui, voilà, mais si par exemple on prend des lois qui peuvent être passées par exemple aux États-Unis sur l'avortement, etc., là on voit qu'en fait d'un claquement de doigts, il y a des données qui peuvent être très sensibles et ça peut être vraiment vital en fait de les garder précieusement en secret, quoi. Donc c'est ça le principe en fait, c'est que... on veut que ces données-là soient vraiment gardées en confidentielles et que en fait nos droits soient respectés. Donc 42, vous êtes allé sur, selon vous, celle qui était peut-être le plus sensible, c'est ça? Sur les médias, j'ai pris un peu de tout. Après, j'ai pas la liste exhaustive de tous les médias, donc j'ai pas pu faire tous les médias. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai fait 5 plaintes parce que je voyais quelques sites comme ça. Et après, j'ai fait 10 parce que je voyais qu'il y en avait encore plus. Et au final, je suis arrivé à 42, quoi. Mais voilà. Est-ce que la CNIL, au moment de ces mises en demeure, elle leur a proposé des solutions alternatives? Est-ce qu'il y en a? D'ailleurs, expliquez-nous. Oui, il y en a pas mal. Après, je ne les connais pas toutes. D'ailleurs, je crois que la CNIL, sur son site, propose une liste d'outils alternatifs. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que Google Analytics en tant que tel, en fait, on peut quand même l'utiliser, même si c'est en fait, c'est pas le... En fait, il faut mettre un proxy, etc. Donc, c'est des mesures qui sont très compliquées à mettre en place. Et pour en fait anonymiser les données pour qu'il n'y ait vraiment aucune donnée qui soit transmise, aucune donnée personnelle qui soit transmise à Google. Et pour faire simple, en fait, si jamais vous voyez un script Google Analytics sur un site web, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la légalité, en fait. Et donc c'est possible d'utiliser donc ces solutions alternatives-là et de garantir la confidentialité complètement des données de l'utilisateur? Oui, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir En fait, si jamais c'est en France, déjà, les serveurs sont en France et le service en France, c'est beaucoup mieux. Et après, on peut aussi auto-héberger en fait, des solutions. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a nos propres serveurs et on met nos propres logiciels. Et ça, c'est assez simple en fait, à faire. Hein. Il y a pas mal de solutions libres en fait, qui permettent de faire ça. Et c'est simple à mettre en place, quoi. Donc voilà. Gérard Haas, je vous voyais réagir à un moment sur ce sujet-là. Alors, merci de me permettre de... Alors, d'abord, moi, je ne suis pas l'avocat de Google, hein, donc d'accord. Deuxième chose, dans le cas du RGPD, il y a justement cette possibilité, on a renforcé les droits des utilisateurs, et c'est vrai que comme cela a été indiqué, la confidentialité, il y a derrière ça, il y a l'information et le consentement. La question qui est posée, elle est autour du transfert de données. Donc effectivement, il y a un trou dans la raquette, c'est qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui avec les États-Unis, et depuis l'affaire Snowden et puis du Safe Harbor, etc., ça a été invalidé, il n'y a pas d'accord sur ce transfert. Donc c'est interdit. Donc là,
là, le point, il est majeur. Et donc, effectivement, comme ça a été dit, si une personne considère qu'il n'a pas les informations, il n'a pas donné son consentement, et puis il est face à un phénomène interdit, ça fait partie j'allais dire, de son geste citoyen et pour se protéger, de porter plainte à la CNIL qui va après instruire. Alors, il y a des solutions alternatives qui sont mises en place et je pense que aussi Google Analytics est en train de revoir un peu sa copie, donc ce qui peut être très très bien. Mais la question du transfert est toujours mise en place et donc il est important que la CNIL se positionne là-dessus. Mais c'est pas que la CNIL en France, hein, c'est toutes les autorités de régulation et cette démarche, elle est, j'allais dire, européenne. Hein. Il y a un problème de transfert vers les États-Unis, on n'a pas les garanties suffisantes et donc il y a aujourd'hui probablement ça va aller plus loin. Il y a un risque sérieux d'amende. Merci Gérard Haas pour cette réaction. Merci David Libaud d'être venu nous voir aujourd'hui, développeur web, je le rappelle. Merci d'être venu nous parler de ce sujet-là. Vous restez avec nous. On termine comme chaque jour cette émission par les avancées du Web 3. Le rendez-vous Web 3 dans Smart Tech aujourd'hui, Comme Dubois nous explique comment et pourquoi Lego a fait une entrée remarquée dans le métavers. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Lego qui se lance à son tour dans l'aventure métavers. Je vous explique. À la suite de l'explosion de la popularité des jeux de construction de briques en ligne comme Roblox et Minecraft, le Danois a décidé de lancer lui aussi son jeu de construction virtuelle à destination des enfants. Lego avait déjà tenté de concurrencer ses rivaux avec son jeu Lego Worlds, mais l'expérience s'est soldée par un échec. Alors, cette fois, il s'est associé aux spécialistes des jeux vidéo Epic Games pour mener à bien son projet de métavers. Il a investi directement dans l'éditeur. L'objectif de Lego est de construire des expériences dans le métavers en brouillant les frontières entre les expériences de construction physique et numérique. L'entreprise s'est déjà fixé 3 grands principes pour assurer une expérience sécurisée aux jeunes fans de la marque. Le premier est de protéger le droit des enfants et leur vie privée, mais aussi de leur donner des outils pour qu'ils puissent contrôler leur expérience numérique. La sécurité représente en effet un enjeu majeur du métavers. La plateforme de Roblox, qui est considérée comme une première version du métavers, a rencontré plusieurs problèmes en termes de sécurité, alors qu'elle est très populaire chez les jeunes de moins de 13 ans. Lego a donc décidé de prendre le problème à bras-le-corps pour éviter toute dérive. Pour cela, l'entreprise danoise cherche à développer son équipe interne en ingénierie logicielle, avec l'objectif de tripler son équipe IT pour atteindre 1800 personnes d'ici 2023. Je vous remercie à nouveau tous les 3 de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette émission de Smart Tech. Alain Staron, cofondateur d'Artifil, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci, Alain. Merci Gérard Haas, avocat et coprésident de l'association Les Jurinautes. Merci beaucoup Gérard d'avoir été avec nous. David Libaud également, merci de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes développeur et membre de l'association Exodus Privacy. Merci beaucoup également d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Demain, retrouvez les meilleurs moments de la semaine dans Smart Tech. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart. À très vite. Ciao.